Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane. Bienvenue dans l'épisode numéro 9 de l'émission Curl Talk. Curl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes de tous les domaines afin de retracer leur parcours de vie sous le prisme de leurs cheveux. Vous l'aurez compris, ici, on met en avant des personnalités et des sujets qui ne sont pas assez représentés dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, je suis avec la magnifique Tiga, aux 1000 visages. Passionnée de danse dès le plus jeune âge, elle s'est ensuite essayée au mannequinat et a défilé pour les plus grands, comme Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, et elle est même devenue le visage de plusieurs grandes marques comme Levi's ou La Redoute. Tiga a notamment été connue pour avoir été première dauphine à Miss France 2006. Elle a ensuite enchaîné les apparitions télévisuelles en étant comédienne ou notamment aussi en étant animatrice télé sur France Télévisions avec des programmes comme Échappée belle ou Riding Zone. Hello Tiga, comment est-ce que tu vas? Bonjour Océane, merci beaucoup pour ton invitation, je vais très bien, je suis très heureuse. Bah écoute, moi aussi franchement, je suis vraiment très ravie que tu sois parmi nous. Comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, ça me tenait vraiment particulièrement à cœur que tu sois là aujourd'hui parce que tu as été pour moi l'une des premières personnes médiatisées à porter tes cheveux afro. Et donc ça m'a beaucoup inspirée et je pense que ça a dû aussi inspirer beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc pour moi il était important que tu sois là, donc merci. Merci infiniment, je suis très très heureuse. On a plein de choses à se dire. Ouais, je pense aussi. Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier le salon de coiffure Bar à Boucle qui nous permet de pouvoir tourner un épisode aujourd'hui. Ils ont plusieurs salons, et donc ils en ont 2 à Paris et 1 à Lille. Donc n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux, ils vont s'afficher en barre de description. N'hésitez pas aussi à donner de la force à l'émission en likant, en partageant et en commentant vraiment. Ça nous tient énormément à cœur et ça nous permettra de continuer à faire du contenu de qualité. On démarre tout de suite. Tiga, dans Curl Talk, en général, les invités se présentent de la façon dont il ou elle le souhaite. Donc c'est parti, tu peux y aller. Ma chère Océane et chère Curlies and Curlos. Pas mal, il y a quelque chose. Alors moi je m'appelle Tiga, tu as déjà dit pas mal de choses sur mon parcours. Je suis franco-centrafricaine, j'ai habité un peu partout dans le monde. Je suis née en Afrique, je suis née au Bénin, j'ai grandi au Burundi, je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans. J'ai fait ma scolarité ici et pourquoi je commence aussitôt mon histoire, ma présentation, c'est que une fois que j'ai fait une école ensuite de tourisme et j'avais vraiment envie de voyager. Et donc voilà, ça a été vraiment un peu une obsession au début. Et j'ai réussi à trouver des métiers qui me permettaient d'être payée en voyageant. Donc je suis devenue mannequin et par la suite présentatrice télé, journaliste, réalisatrice de documentaires à la télé et spécialisée dans le voyage, la découverte, la rencontre, l'émerveillement. Est-ce que ça va comme présentation? Oui, franchement, c'est nickel. Très bien résumé, c'est parfait. Et donc, en général, dans l'émission Curl Talk, on commence toujours par le commencement. Et quand je dis commencement, c'est vraiment la petite enfance. Donc, on va commencer par une première photo de toi, Tiga, que tu as accepté de partager avec nous, qui va arriver tout de suite. Merci. Ah oui. Alors, du coup, je vais te la montrer et elle va s'afficher à l'écran. Donc, Tiga... Déjà, t'es trop mignonne. T'es chou, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais bien décrire cette photo et nous dire exactement où est-ce que tu vivais à cette période-là, si tu t'en souviens, et me dire aussi, alors, t'étais vraiment petite là sur cette photo, mais est-ce que t'étais déjà consciente de ton rapport à tes cheveux ou pas du tout? Et est-ce qu'on savait s'en occuper dans ta famille? Eh bien, écoute, alors déjà, je pense que je suis au Burundi, mais je suis pas sûre, mais soit Bénin, soit Burundi. Je dois avoir 3 ou 4 ans, peut-être, je sais pas en fait, je sais pas quel âge j'ai. Ma maman a toujours vraiment pris soin de nos cheveux, à ma sœur et moi. On avait des grosses larmes de crocodile quand on nous coiffait, parce qu'elle nous faisait, tu sais, les antennes. Ouais, je vois. Vraiment, elle prenait vraiment soin de nos cheveux et je pense qu'on était ses poupées Barbie, ma sœur et moi. Mes parents ont divorcé et c'est mon papa qui a eu la garde. Donc on est resté avec mon père et là, c'est vrai que maman n'étant plus là, mon père français a dû découvrir nos cheveux. Et la majeure partie de mon enfance, à partir de là, quelques années après, j'avais les cheveux courts. Ok. Ouais, ils se cassaient pas la tête, je pense. Très court à la garçonne, vraiment court ou plutôt carré? Court, non, les cheveux courts, comme ça. Là. On avait une toute petite afro, même pas quoi. Ton papa, du coup, il a pas ressenti ce désir plus que ça d'apprendre
Bon, après, je sais qu'à l'époque, c'était quand même difficile de pouvoir se renseigner. Hein. C'était totalement différent de maintenant. Oui, c'était différent. Avec le temps, nous, on s'est rendu compte, ma sœur et moi, qu'il fallait qu'on arrive à se coiffer. Donc moi, en fait, toute ma vie, la femme que je suis aujourd'hui, j'ai pas eu d'image. Je me suis faite toute seule. La façon de me coiffer, la façon de m'habiller, tout. J'ai pas eu de référence féminine parce que ma mère était on vivait en Afrique, elle vivait en France. À ça, il y a vraiment des choses aussi que je remarque que j'ai pas, que mes amis ont. C'est que, moi, même ma mère encore aujourd'hui, c'est son caractère. J'ai jamais vu ma mère faire un régime ou parler de son poids. Et donc, elle m'a pas transmis. D'une part par son absence, mais aussi sa personnalité qui est comme ça. Personne ne m'a transmis un rapport à mon corps que beaucoup de femmes ont, tu sais, d'injonction. Ouais, très tôt, de se dire, oh là là, faut que j'ai une certaine ligne, il faut que je sois. Moi, j'ai découvert que mes copines faisaient toutes des abdos, j'avais 18 ans, en terminale, tu vois. J'ai dit, ah bon, vous faites. Après, je faisais beaucoup de sport, mais elle faisait des abdos en plus le soir pour avoir le ventre plat. Elle faisait surtout dans un but du coup différent, c'était pas juste par plaisir du sport. C'était esthétique, voilà. Et du coup, on va évoluer un tout petit peu au travers des années, puisque viens de le merci. On va passer maintenant à cette photo de toi où tu as grandi, me semble-t-il. Oui. Je sais pas si tu es adolescente. Non, pas encore. Tu as l'air un peu plus jeune. J'ai toujours été très grande. Très grande. Ouais, ça se voit du coup sur la photo. Mais je voulais savoir à cet âge, on dirait que tu dois avoir, je sais pas, peut-être 10 ans ou je sais pas. Je pense que j'ai même pas 10 ans. Hein. Ah, wow, non, j'ai pas 10 ans parce que j'ai pas 10 ans. Je dois avoir 8 ans, 9 ans. Mais si tu fais ton cheminement, on va dire à partir de l'adolescence, est-ce que tu pourrais nous dire déjà où est-ce que tu étais, géographiquement parlant, et est-ce que tu as eu peut-être une crise identitaire ou pas du tout par rapport à tes cheveux, par rapport à ton corps ou autre, ton être? Peu de temps après cette photo, je pense que ma mère avait dû passer nous voir parce qu'elle nous avait coiffés. Mais je sais que peu de temps après, j'avais donc mes cheveux longs et j'avais voulu me coiffer toute seule et j'avais masqué une dreadlocks. Donc je coiffais juste autour comme ça, je mettais un petit chouchou, un serre-tête. Et mon père, vraiment, moi je te dis, j'ai toujours été très autonome. Et du coup, un jour, mon papa, il met sa main dans mes cheveux juste pour me faire un câlin et il me dit, mais qu'est-ce que... Oh, et là, il a pris les ciseaux, il a coupé et je pense que je me suis dit, ça m'a pas du tout dérangé d'avoir les cheveux, une coupe de garçon comme on dit ou quoi. Mais je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne vraiment à m'occuper de mes cheveux. Quelques années après, on est arrivé donc en France. Ah, ça a été quand même difficile parce qu'on est arrivé en France dans les Landes et les coiffeuses, elles savaient pas nous coiffer. Je crois qu'on souffrait pas de ça. Tu vois, pour moi, mes cheveux, les avoir longs ou courts, c'est de toute façon toujours beau. Qu'ils soient apparents ou pas, ils existent. Mais c'est quand même assez fort d'avoir cette pensée-là aussi jeune. Parce qu'en général, quand on est adolescente, on a beaucoup toutes ces injonctions dont on parlait tout à l'heure. Et je trouve ça très fort de ta part que... étant aussi jeune, tu n'es pas succombée. Enfin, tu essayes quand même de tenter des choses, des dreadlocks, etc. Mais ne pas tomber dans ce truc-là d'être une fille, ça veut dire avoir les cheveux longs. Je trouve ça quand même assez étonnant pour une jeune fille et c'est bien. Tu as dû faire cette erreur-là peut-être. J'ai voulu avoir une frange. Ouais, moi j'en ai fait une aussi. Et elle est remontée comme ça parce que moi j'ai tiré mes cheveux et j'ai tiré et en fait elle est remontée. Ah carrément toi tu te l'es coupée toute seule et tout? Ah oui. Ah waouh. Ah non, moi je suis pas partie jusque là. Ma petite amie d'école, ma meilleure amie, elle avait les cheveux lisses et une belle frange comme ça et c'était joli. Et donc je me souviens qu'un jour je sortais de la douche et j'ai pris mes cheveux, j'ai tiré et j'ai voulu me coiffer comme elle là. Sauf qu'en séchant mes cheveux, ça m'a fait une petite houppette là. C'est que des expériences qui font que j'ai découvert que j'avais ma propre personnalité. Déjà d'être métisse, soit tu es dans la famille de maman, tout le monde est noir. Quand il n'y a pas encore eu de métissage, soit tu es dans la famille de papa, tout le monde est blanc. Tu as déjà ta propre personnalité. Moi, j'étais pas désorientée. Je crois que c'était pas un projet pour moi. On m'a demandé, t'es plus blanche ou t'es plus noire quand j'étais petite? On t'a posé la question déjà? Pareil, bien sûr. Ouais. Beaucoup moins maintenant. Mais oui, quand j'étais jeune, pareil aussi, on m'a posé cette question. Ça m'a beaucoup surprise qu'on me pose cette question. En fait, on nous demande toujours, consciemment ou inconsciemment, de choisir des camps. Et c'est vrai qu'on essaie toujours de nous mettre dans des cases. Mais au final... je pense que c'est juste bien d'être qui l'on est soi-même. On n'a pas forcément à se dire j'ai tel pourcentage de choses. Ouais. Ça n'a pas lieu d'être. Il faut être riche de toutes ces cultures et de toutes les expériences qu'on traverse. Tu as grandi en France? Oui, moi j'ai grandi en France, ouais.
Je suis née à Yaoundé, mais ouais, j'y ai pas grandi en fait. Je me demande si c'est pas du coup... Alors la perception peut être différente. Parce que comme moi j'ai grandi en Afrique, j'étais à l'école française de Bujumbura. Ce que j'ai remarqué en arrivant en France, la différence vraiment, c'est que nous, on célébrait la différence. J'ai toujours... Moi, toute mon enfance, on a célébré la différence. On a célébré les origines de chacun. On fêtait Saint-Nicolas avec les Belges. Quand c'était la fête de la bière des Allemands, nos parents allaient boire la bière, nous les enfants on dansait, et on allait boire la bière avec les Allemands. Quand c'était la fête de Shiva, j'allais avec ma copine Shriti, indienne, pour célébrer ça, où elle mettait le sari, sa famille, et elle venait à l'école, elle amenait des gâteaux. Et mon premier jour d'école en France, donc mon père est professeur, donc on était les premières. Mon père, il a dû nous déposer tôt à l'école, et lui, il est parti parce qu'il était dans une autre école. Et ma sœur et moi, on attendait comme ça. Et les enfants commençaient à arriver, tu vois. Et nous, on était les nouvelles. Oh là là, et bien bronzées en plus, très potas d'épices à la fin de l'été, tu vois. C'était noir, quoi. Ah ouais. Et alors, ils nous regardaient tous et ils se cachaient, ils rigolaient et tout. Bon, on s'est dit, bon, c'est un peu normal, on est nouvelles. Et finalement, il y en a un qui est venu et il est venu me voir et il m'a touché la peau comme ça. J'avais un petit t-shirt. Et il a dit, vous vous lavez souvent ? Wow, ok. Et alors ça m'a vraiment... Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est choquant. La notion de racisme, d'intolérance, tout ça, là, c'est des choses que je ne connaissais pas. D'accord. Ma sœur était peut-être plus futée que moi parce qu'elle m'a dit, ouais, j'avais déjà entendu qu'on pouvait vivre des choses comme ça. Je me suis rendu compte, en tout cas, que les Français, c'est un autre état d'esprit. C'est qu'en France, on fait remarquer la différence. Je m'interrogeais aussi sur tes cheveux. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas une anecdote à nous partager ? Tu nous as parlé de l'anecdote sur ta peau. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas subi aussi des micro-agressions sur tes cheveux quand tu es arrivée en France ? Je vais aller un peu à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui parce qu'effectivement, Don't Touch My Hair, tous les mouvements où on aime. Ma sœur, elle est vraiment dans ces choses-là. Mais moi, pas du tout. J'ai compris que j'avais une petite vocation d'éducation. Et toute mon enfance, à l'école, on m'a demandé, enfin mes copines, c'était mes amies, tu vois, et elles avaient, quand je suis arrivée, tout le monde était « Ah, mais tes cheveux !» Et ma sœur, elle aimait pas qu'on touche ses cheveux. Moi, ça m'a pas dérangée parce qu'en fait, je me suis dit, elles ont jamais vu de fille comme moi. Et puis parfois c'est maladroit, mais c'est quand même de la curiosité. J'avais pas l'impression, je me suis jamais sentie comme un animal. Je me suis sentie vraiment pas bien en Chine, par exemple, mais pas en France. Quand les années passent, quand quelqu'un qui a aujourd'hui une dame qui a 40, 50 ans et qu'elle me demande, je lui dis c'est quand même très embêtant que toute ta vie tu n'aies jamais eu la chance de toucher d'aussi soyeux cheveux, magnifiques cheveux. C'est vraiment dommage, ça veut dire que tu n'as pas fréquenté beaucoup de gens en fait. Tu n'as pas été curieuse de rencontrer des gens différents, qu'il y avait, tu vois. C'est sûr que tu as forcément, aujourd'hui on est tous mélangés, surtout quand je parle de Paris. Tu as forcément à l'école eu une copine malgache, une copine réunionnaise, antillaise. Et voilà, tout ce que ça m'indique, c'est que tu t'es pas renseignée avant. Totalement. Et surtout, il y a une vraie différence entre une enfant, voilà, parce qu'on parlait de ton enfance, une enfant qui ne sait pas et qui du coup peut faire un geste maladroit, et une dame, voilà, ou un homme âgé qui sait totalement ce qui se passe, les enjeux, qui sait ce qu'il fait quand il va passer sa main dans tes cheveux sans même te demander. Je trouve que c'est quand même différent. Et donc c'est pour ça qu'il faut éduquer aussi, même si par moments ça peut fatiguer. Je peux comprendre certaines personnes en tout cas qui en ont marre de le faire sur une longue période, quoi. Voilà, moi je suis très patiente. Je suis très patiente et je comprends. J'ai été vendeuse de produits, je vendais des produits solaires à un moment. Et tout le monde me disait, mais vous n'avez, c'était il y a longtemps, hein. Tout le monde me disait quand j'ai eu 18 ans. Et on me disait, mais t'as pas besoin de produits solaires, toi, puisque t'es noire. Tu vois, c'est tout un truc. Et donc je disais, en fait, le soleil, il agresse la peau de tout le monde. Il faut vraiment se protéger. C'est pas parce que je suis plus bronzée que toi que j'ai pas besoin de me protéger du soleil. Bon voilà, avec le temps aujourd'hui, mais moi je suis hyper heureuse. Comme tu le disais tout à l'heure hors caméra, que j'étais une des premières, c'est vrai. Ah totalement, on va en reparler. Ouais, ça marche. On va arriver. Je suis heureuse de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est clair. On va passer du coup, Tiga, à la prochaine photo. Donc c'est une photo de toi adulte. Ah oui. Qui ne reflète pas qui tu es aujourd'hui, parce que là tu as les cheveux
Il me semble que c'est une couleur naturelle, je ne sais pas. Ouais, tout est naturel là. Wow, Ouais. ok. On en reparlera un peu après, mais on va décrire cette étape-là. Parce que Oui. moi, quand je t'ai découvert aussi à la télé, t'étais blonde. Oui. T'avais une afro assez imposante avec, ça dépendait des moments, mais des cheveux clairs. Et c'est le cas sur cette photo-là. Pendant très longtemps, en tout cas, médiatiquement parlant, on t'a vu comme ça. Oui. Et du coup, j'aimerais bien que tu décrives cette photo, dans quel état d'esprit tu étais et comment tu te sentais. Est-ce que tu étais en phase avec ces cheveux-là? Est-ce que c'était vraiment toi, etc. Ah oui, complètement. Oui, oui, je suis très heureuse. Là, j'étais au Brésil. Très belle photo. Sur la plage au Brésil, sur la côte est. Alors le Brésil, je crois que c'est une de mes terres. À chaque fois que j'arrive au Brésil, mes cheveux sont heureux. Ils font, j'imagine, avec la chaleur, l'humidité. Voilà. Nos cheveux, ils aiment ça en général. Chaleur, humidité, là, ils sont sublimes. J'ai quasiment rien à faire. Et puis les produits brésiliens sont extraordinaires. J'ai pas pour les encore cheveux. testé, mais j'aimerais trop. Ils ont vraiment des gammes de produits super naturels, très nourrissants. Enfin, j'adore. Tu veux que je te raconte un peu l'histoire de mes cheveux? Ouais, pourquoi le blond? Pourquoi clair et tout pendant des années Ouais, j'étais mannequin et quand j'ai signé, moi je n'avais pas pensé être mannequin du tout. Une chance inouïe, un photographe me dit mais bien sûr que si, tu dois être mannequin. Il me donne rendez-vous. Le lendemain, j'ai rendez-vous dans mon agence, je signe le jour même. J'avais un casting et là, bam, j'ai eu le job et ma petite carrière de mannequin a commencé. Et tout. Et quelques semaines après, je passe voir mon agence, donc je suis à Paris. Et je viens avec mes cheveux lâchés. J'étais pas encore blonde à l'époque. Et j'avais donc une belle chevelure, mon petit baggy, cool quoi. Et les bookers, mes agents, ils font mon Dieu, mais c'est pas possible, tu fais tes castings comme ça? Et je dis oui. Et ils disent non, il faut que tu ressembles le plus possible à une blanche. Ouais. Ouais. Et je m'attendais pas à ça. Ok. Wow. Donc lisse tes cheveux. Et à l'époque, quand moi j'étais mannequin, on est en 2007, 2008, 2009, 2010, et même avant du coup. Les métisses et les noirs, on nous demandait d'avoir les cheveux lisses. C'était pas du tout la mode de l'afro. Hein. Et donc moi j'avais pas envie de batailler, tu verras, je suis plutôt cool. Alors j'ai dit oui d'accord, ok, je ferai un brushing. Parce qu'au départ je l'avais un peu dit, vous savez que le temps que ça me demanderait de faire un brushing et tout. J'ai quand même testé, je suis allée voir un coiffeur en bas de chez moi à Paris. Je suis ressortie avec un trapèze comme ça. Le gars il m'a dit c'est impossible d'avoir les cheveux lisses. J'avais déjà eu des brushings. Oui. Et donc j'ai dit, n'importe quoi. Si le mec en bas de chez moi, il avait pu me coiffer, peut-être que j'aurais joué le jeu. Mais là, je dis non. Et donc, je me suis pointée à tous mes castings avec mes cheveux comme tu les as aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai fait la différence. Parce que je pense que j'arrivais moins fatiguée que mes copines qui faisaient un brushing tous les matins. Je sais pas. Mais c'est là où tout d'un coup je sortais du lot. Donc j'ai commencé à avoir toutes les campagnes, toutes les publicités. J'ai vraiment super bien travaillé. Et un jour, je crois que c'est mon coiffeur. Donc j'ai enfin trouvé un coiffeur qui s'occupait bien de moi. Et j'ai voulu faire blond. Et je crois que ça s'est passé tout simplement comme ça. J'ai dit si on éclaircissait. Moi j'adore changer de couleur de cheveux, avoir les cheveux. T'as même eu rouge. Voilà, j'adore rouge, même les tresses. Je fais des mèches tout le temps de couleur depuis que je suis toute petite. Hein. Ouais. Et j'adore changer de coupe. Et donc il m'avait fait les cheveux blonds. Et pareil, mes bookers, oh non, surtout pas. Vraiment, ils ont dit des trucs pas sympas que je peux pas répéter, mais c'était pas. En fait, on avait très très peur que la noire. Sorte, et une personnalité, vraiment, c'était vraiment. Ouais. Et ben c'est comme ça que j'ai explosé. Je suis arrivée blonde, waouh, ils ont adoré, et c'est là où vraiment ma carrière elle a. Et maintenant je sais que toutes les filles, je vois tout le monde, toutes les petites têtes blondes, j'adore. Quand je me promenais après dans la rue, je dis tiens. C'est nouveau ça, je voyais plein de belles métisses avec les cheveux blonds, miel en fait. Et beaucoup de coiffeurs m'ont dit que ma photo était découpée dans la Redoute, on leur amenait. Ouais. Et on disait je veux cette couleur. J'ai rencontré plein de coiffeurs qui m'ont dit. Enfin, comme je disais en introduction, vraiment, tu as été un vrai modèle de représentation, même si c'était peut-être pas voulu pour toi au départ. Hein, c'était inconscient. Voilà, je pense. Je pouvais pas faire autrement. Mais forcément, en fait, il y en avait pas d'autres. Et maintenant, là, quand je te vois, donc tu as les cheveux naturels, assez courts. Et pourquoi tu as décidé de retourner complètement au naturel, sans coloration? Ouais. Et parce que je joue trop avec mes cheveux.
Et il y a 1 an et demi, j'ai fait un bishop. Ouais. Ah ouais. Obligatoire. Parce que là, j'avais les cheveux rouges et je l'avais fait toute seule. J'ai fait ma déco, j'habitais à Tahiti. Et là, j'avais vraiment pas trouvé de coiffeur adapté. Ouais. Et donc, j'ai été vraiment dans un magasin comme ça et j'ai choisi ce qu'il y avait de plus naturel. Mais bon, c'était pas top de toute façon. Donc, j'ai fait coloration et déco, colo, toute seule. Il y avait un crime dans ma salle de bain, tout était rouge, tu sais. Sauf que le rouge, ça dure pas longtemps. Donc, j'ai acheté après des shampoings qui recolorent. J'ai brûlé mes cheveux. Ils étaient encore ok, mais bon, ils étaient fatigués. Et je suis partie en voyage en Inde. J'avais juste un sac à dos. Et j'avais prévu, je me suis dit, en fait, ça prend tellement, nos cheveux demandent tellement de soins, tellement d'attention, tellement de produits. Je me suis dit, mon sac, je peux pas me permettre d'avoir le masque, le machin et tout ça. J'ai dit, allez, je rase un savon de Marseille qui va faire la tête, le corps et voilà. Et après, j'ai tondu ma tête je suis restée en Inde 3 mois. Okay. Et j'ai tondu ma tête encore pendant 6 mois, je pense. Ah oui, donc t'es restée rasée après volontairement. Ouais. T'as aimé ça Ouais. J'adore. La seule chose un peu confrontante, ce sont les autres. Tous ceux qui ont l'habitude de me voir avec tes cheveux. Ah, c'est dommage. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'affect avec les cheveux. Je suis très identifiée, surtout, tu l'as dit, à la télé, mon image médiatique est très identifiée à mes cheveux. Et j'avais pas pensé à tout ça. Moi, je faisais un voyage spirituel. Pour toi, je voulais aller voir le Dalai Lama. J'étais tellement loin de qu'est-ce que les gens vont pouvoir recevoir de ça. Et depuis, j'ai décidé, c'est mon air naturel, donc je mets plus de vernis, je fais plus de décoloration. Okay. Et mes cheveux, j'ai pas touché à mes cheveux du moment où j'ai choisi de les laisser pousser. Je les ai pas coupés, je fais pas des pointes. On va passer du coup, Tiga, maintenant à tes objets favoris. Oui. On parle beaucoup cheveux là depuis tout à l'heure. Ouais. Et je pense que celles qui nous regardent sont sûrement curieux et curieuses de savoir quels sont tes 3 chouchous concernant du coup tes cheveux naturels. Donc je te laisse nous les présenter. Alors du coup, comme d'habitude, j'ai pas écouté vraiment la demande, parce que parmi les objets, du coup je vais commencer par lui. Ouais, vas-y. C'est pas un de mes objets favoris, c'est un cadeau que ma sœur m'a fait, que j'adore. Mais j'ai pas toujours l'occasion de le porter, donc c'est pas un favori que je porte tout le temps. Parce que avec nos cheveux, je trouve que ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut se faire des tresses. Ouais. Et tu accroches. Je trouve ça très joli. J'adore les bijoux. Ouais. Et donc tu l'accroches comme ça. Ah oui, devant. Voilà. Et tu vas l'accrocher là. Ouais. Et si t'as des tresses, ce serait vraiment. Voilà. Et donc ça se clip. Tu vois, des 2 côtés et tu l'accroches là. Et après, tu peux peut-être le mettre comme ça aussi. Donc je pense que je fais des tresses souvent, mais pas assez pour que ce soit un objet favori. Tu vois. Ça, que j'ai pas réutilisé depuis super longtemps, je me suis dit tiens, alors très pratique pour tes cheveux, mais pour ma longueur de cheveux en ce moment, je suis pas. Ça fait très longtemps que je vois. Vas-y. Mais tu vois ou pas les pics? Ouais, je vois très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pic. Ouais. Bon, y a pas de miroir, mais en gros, quand on a des cheveux. non, mais même comme ça, t'es trop belle. C'est trop chou. Vraiment. Et après ça, c'est vraiment mon objet du coup favori depuis toujours. J'ai toujours porté des foulards. Mais c'est vrai que quand j'ai rasé ma tête en Inde, j'ai aimé m'habiller comme les Indiennes, tu vois. J'ai adoré, là maintenant j'ai trop de cheveux, mais j'aimais vraiment beaucoup me mettre comme ça. Je trouve ça trop beau. Trop là je vois pas. Ou même faire en attachant aussi tes cheveux. Voilà. Ouais, et après le mettre comme on fait en Afrique. Tu le mets comme tu veux. Après moi, j'ai pas. Les foulards, c'est ouais, voilà, ça dépend de mon ambiance, de mon humeur, mais. Carrément, tu nous fais un tuto, mais j'adore. Mais j'ai pas de miroir, alors j'improvise un truc. Mais après, tu peux faire ça. Mais attends, non, mais Tiga nous fait un tuto cheveux, j'adore. Bref, là c'est un truc à l'arrache. Ça. Et si c'est joli, je le garde comme ça. Ouais, non, franchement, oui, c'est joli. De toute façon, tout te va. Ça va ou pas? Oui, ça va. C'est pas sur le côté, c'est centré, ça va. Ça va? Ouais. Je reste comme ça? Ouais, si t'en as envie, tu es à l'aise. Tu es comme chez toi. Ouais, je te vois mieux parce que du coup j'avais ça dégage sous la coupe. Merci en tout cas. Je pense que ce sera utile aussi à ceux et celles qui nous regardent. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des personnalités qui sont naturelles, qui le prônent vraiment et qui l'incarnent. Je peux te partager quelque chose, une de mes croyances. Oui, vas-y. Là-dessus, parce que je vois souvent, et même moi, ça m'arrive de me casser la tête quand je me coiffe, quand je mets mon foulard ou quand je m'habille ou quoi.
En fait, je pense qu'on arrive tous sur Terre avec au moins un ange gardien. On a tous des anges, des fées, on n'arrive pas seul. On est accompagné par beaucoup d'amour. Et je pense que nos fées, nos anges gardiens, quand on décide de se faire une coiffure, elles nous aident, elles nous guident. Il faut vraiment faire confiance à ce premier jet quand tu fais quelque chose. Après, si tu mets trop ton mental, c'est là où on se casse la tête. Et puis, tu vois ce que je veux dire, tu mets trop de pression. Après, il faut vraiment faire confiance à l'amour qui nous entoure et avec lequel on arrive sur Terre. C'est ça l'intuition en fait. C'est ce que je dis aussi dans cette émission, c'est que ça va plus loin que juste un simple cheveu. Alors pour d'autres personnes ça va être politique, pour d'autres personnes ça va être spirituel, pour d'autres personnes ça va juste être esthétique. Oui. Mais je trouve que nos cheveux sont vraiment uniques, puissants et je trouve ça bien que tu mettes l'aspect spirituel dedans. T'es la première invitée en tout cas à en parler et je trouve ça bien que tu puisses porter ce message et ce discours aussi. Je vais revenir un petit peu maintenant à ton parcours médiatique, mais pas que. Comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes en tout cas t'ont connu à travers la télévision. Et je me suis demandé, est-ce que l'univers des caméras t'a toujours attiré? Et je pensais pas. À Noël, il y a 2 ou 3 ans, on a ressorti des vidéos, tu sais, les caméras, à l'époque on avait des vidéos de quand on était jeune. Et là, ce que j'avais pas regardé depuis, voilà. Et là, j'ai revu des vidéos. En fait, carrément, mon père, c'est mon caméraman. Ma sœur, c'est mon invité. Et je fais des interviews de mes oncles, de mes tantes. Je mets en scène tout le monde. Et vraiment, je dis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est Tiga à Euro Disney, par exemple. Mon premier jour à Euro Disney, j'ai fait un reportage. L'ancêtre des vlogs, en fait, c'était vraiment la youtubeuse en avance. Et quand on a regardé ça avec ma famille, on avait tous oublié. Et vraiment, mon père, il a dit, il n'y a pas de hasard. On sait que tu as émergé, en tout cas, dans les début des années 2000-2010. Et on disait justement qu'il n'y avait quasiment pas de femmes afrodescendantes avec des cheveux naturels. T'es-tu sentie légitime, même en ayant très peu de représentation autour de toi, dans ce métier-là? Je me suis pas posé tant de questions. Et je vais t'avouer, en fait, comme j'adore changer de tête, je me suis jamais dit, moi, un coup j'avais les cheveux, un brushing, un coup j'avais des tresses, un coup... Je suis vraiment une femme caméléon. Je change tout le temps de tête, je m'identifie pas forcément que à mon image ou c'est vrai que mes cheveux lâchés interpellent et donc les gens se souviennent de moi comme ça, mais en vrai si tu regardes dans toutes mes apparitions télé, je change tout le temps de coiffure. Oui, c'est vrai, tout le temps. Et c'est bien aussi parce que ça montre que nos cheveux sont versatiles, c'est ce qu'on prône aussi dans l'émission Curl Talk. C'est que, en fait, c'est ce que je voulais aussi faire. C'est pas parce que... Ouais, non mais totalement, c'est pas parce qu'on a nos cheveux naturels qu'on n'a pas le droit de les colorer. Ouais. Qu'on n'a pas le droit de les lisser, qu'on n'a pas le droit de faire des tresses. Enfin, ici, en fait, on célèbre tout le monde. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas là pour condamner et dire ah bah toi, tu te lisses les cheveux, dehors. Enfin non, c'est pas du tout le but de cette émission, vraiment pas. Le but, c'est justement de responsabiliser les personnes qui, par exemple, vont utiliser des produits chimiques qui seraient potentiellement dangereux pour leur santé. On est vraiment là pour éduquer, pour informer, mais pas pour émettre des jugements négatifs. Merci. C'est super, j'adore ton émission. Oh, merci, c'est gentil. C'est vraiment, c'est bien, c'est nécessaire parce que j'entends souvent des gens dire oui, mais on nous avait pas dit. Mais en fait, si, voilà, dans Curl Talk, on vous le dit. Il y a plein de produits qui sont. Tu peux faire ce que tu veux avec tes cheveux, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits qui sont bons et donc voilà. J'aimerais qu'on revienne à ta participation à Miss France. J'aimerais savoir globalement qu'est-ce que tu as pensé du monde des Miss. Moi j'avais retrouvé une photo de toi où en fait c'était tes cheveux un peu détendus quand même et pas forcément bouclés comme ils le sont là. Qui étaient certes naturels, hein, mais j'avais l'impression qu'ils étaient un peu, tu vois, comme si c'était rebouclé par-dessus. Oui. Ils avaient beaucoup tendance à faire ça. Est-ce que tu trouvais qu'ils prenaient bien soin des cheveux, etc. Dis-nous un petit peu juste ton avis par rapport à ça. Je pense qu'alors moi j'étais une découverte. À l'époque c'était Saint-Algue, je sais pas aujourd'hui. Et c'était un peu une découverte. Parce que, je te dis, moi j'étais la première génération à lâcher ses cheveux pendant l'élection. Et c'est vrai qu'elle aimait bien me refaire les pointes, les boucles, me refaire mes boucles. Parfois c'était plus joli que d'autres, ça dépendait vraiment de l'humeur de mes cheveux. Moi je me suis beaucoup amusée. J'étais étudiante à ce moment-là et comme je t'ai dit, je l'ai fait pour faire plaisir à ma maman. Et le résultat me convient parce que je suis allée assez loin, première dauphine, pour que ma mère soit aux anges. Et pas trop loin pour garder finalement le contrôle sur ton image, sur moi, sur toi, sur ma vie. J'aime beaucoup prendre le métro,
J'aime beaucoup, j'aime quand même l'indépendance. Enfin, j'adore être anonyme. Et c'est vraiment quelque chose de. C'est une liberté extraordinaire d'être anonyme. Vraiment. Donc, c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte, je pense. Ah ouais, c'est tellement agréable. Dans l'univers du mannequinat, qui est un mode qui peut se montrer rude par moment, as-tu déjà reçu des commentaires stigmatisants ou qui fétichisaient ton métissage, tes cheveux? Et après, quand j'ai commencé à beaucoup travailler avec ma nature de cheveux... On t'a plus embêté, on t'a plus rien imposé. Et alors là, du coup, il y a un autre truc qui m'a énervée. C'est que du coup, on voulait plus me coiffer. On me voyait arriver comme ça, ils disaient « Ah, c'est magnifique ». Il n'y a pas besoin. Voilà, il y a pas besoin. Voilà, c'est magnifique, elle est belle comme ça. Et même le coiffeur me coiffait presque pas, il faisait un petit truc comme ça. Donc j'ai dû apprendre à me coiffer toute seule sur les shootings. Ouais. En tant que mannequin, tu as un book avec des photos. Et je voyais le book de mes copines avec des coiffures de mes copines blanches, avec des coiffures incroyables, qui changeaient d'habitude, des choses comme ça. Ouais, et je dis mais c'est très injuste. Moi du coup on m'a mise dans cette case et je vais y rester, tu vois. On pouvait pas me voir autrement, on savait pas comment me coiffer. Et puis on me prenait pour ça. Je me rappelle tellement, ils disaient parfaite. Enfin, juste on lui fait 2 petits trucs sur les joues, tu vois, pour qu'elle ait l'air frais, tu vois, le teint frais, mais les cheveux on n'y touche pas. Et il y a aussi, je pense que les coiffeurs n'étaient pas encore prêts à recevoir mes cheveux. Alors tu me dis si j'ai raison, mais tu peux trouver ça flatteur parce que tu te dis ils adorent, ils ont pas grand chose à faire, mais de l'autre, vu que quand même t'es mannequin, t'as le droit aussi d'avoir le même traitement que les autres. Ouais. Au bout d'un moment, j'en avais envie. Ouais, c'est un peu touchy quand même. C'est mon époque, effectivement. Comme je dis, j'ai un peu fait partie des premières en France à lâcher les cheveux. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a un chemin qui a été fait. Et je pense notamment à Cindy Bruna, qui est une Française, qui a défilé pour Victoria's Secret et qui est une égérie de plein de choses. Je crois qu'elle est L'Oréal aussi. Oui. Et Cindy, moi, à chaque fois, elle me surprend parce que elle fait des braids. Tu vois, elle arrive avec Zendaya aussi, la dernière campagne Vuitton. Ouais, tu vois, vraiment. Voilà, toujours hyper surprenante en fait. Ça veut dire qu'on peut vraiment s'amuser avec nos cheveux. On peut avoir du style, tu vois. On peut changer de tête et tout. Et ça, moi, qui adore changer de tête, je trouve que c'est important. Tu l'as mentionné, je crois, un tout petit peu au début d'émission, sur le fait que tu as été chroniqueuse, donc à la télé, notamment dans Les Enfants de la télé. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais au vu des dernières images qui sont revenues sur Arthur, dans Apprendre ou à laisser, est-ce que tu aurais assisté à des gestes déplacés et quel regard portes-tu sur ces actes qui étaient courants, en tout cas il y a à peu près une vingtaine d'années? Ouais. Alors je me souviens très bien de cette émission, j'ai même une amie qui avait participé, une de mes meilleures amies, et donc j'avais beaucoup regardé quand elle participait à l'époque. Et je me souviens que ça me dérange, je me rappelle très bien en fait, c'était lourd. Tu vois, on était dans la télé, on était il est lourd, il est lourd. Donc là que ça ressorte, mais aujourd'hui avec du recul, ça ne passe plus. Voilà, je comprends très bien ce qui se passe. Maintenant c'est lourd pour lui. Il se passe quelque chose qui fait que les hommes, il y en a certains qui ont peur là, je pense, de la télé, qui ont peur. Les noms sont pas encore sortis, mais ils se disent comme ça. Je pense qu'ils sont pas bien. Moi je pense à certains. Je vais pas balancer, mais pour être dans le milieu depuis maintenant, ça va faire 15 ans que je suis dans le milieu de la télé. J'en ai rencontré, j'en ai croisé. Je me dis il y en a certains quand les noms sortent, je dis ça m'étonne pas. Voilà, c'est pas une joie, hein. C'est dommage. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un moment où la terre tremble et ça va faire en sorte que ceux qui arrivent après se tiennent à carreau. Moi, j'ai commencé mon métier de présentatrice avec Arthur à ses côtés et il a toujours été impeccable avec moi. Il m'a même beaucoup protégée parce que on recevait, moi ma première, il y avait Monica Bellucci, il y avait Omar et Fred, il y avait M. Pokora, il y avait, waouh, incroyable. Et donc on recevait des gens que je voyais à la télé, tu vois, quand t'arrives, Patrick Bruel, Garou, tout ça. Et il y en a quand même pas mal qui venaient dans ma loge après pour me draguer, m'inviter à boire des verres en me disant ouais on va tous après on va boire des verres là, on sort en boîte et après les tournages est-ce que tu veux venir? Et moi évidemment j'avais envie d'aller avec mais non. Tu te rends compte? Mais let's go en fait. J'étais là waouh, je fais partie du groupe quoi. Et Arthur à chaque fois il faisait non, il dit non, toi tu rentres ton taxi, tu rentres chez toi. Et sur le coup j'étais le rabat-joie. Aujourd'hui je le remercie.
Je le remercie parce que j'ai traversé toute ma carrière en télé sans jamais prendre de cocaïne. Tu vois, je suis pas tombée dans les travers. Je suis pas. C'est un peu des requins ces mecs-là, tu vois. Je me rendais pas compte, mais j'étais tellement jeune que c'est sûr que j'aurais cru qu'ils étaient vraiment amoureux, par exemple. Et que j'aurais eu le cœur brisé et que je me serais retrouvée dans des situations malheureuses en fait. Et vraiment, Arthur croyait énormément en moi. Et pourquoi j'ai pas continué sur TF1, c'est parce que j'étais devenue le bras droit de Madame de Fontenay entre-temps. D'accord. Tout était arrivé un peu en même temps puisque Miss France c'est TF1, donc TF1 m'avait casté, il m'avait fait travailler avec Arthur et tout. Et Arthur il croyait vraiment en moi, il voulait, je serais encore sur TF1. Mais moi j'avais tellement d'amour et de fidélité pour Geneviève et Geneviève me demandait beaucoup de présence et donc j'ai refusé plusieurs fois des co-animations avec lui. Ouais. Et donc à un moment ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon soit t'es dispo, soit t'es un peu tu nous appartiens. Quand on t'appelle t'es là, soit on arrête. Et je me rappelle, j'ai dit on arrête. Parce que moi c'est toujours le cœur avant tout et Geneviève c'est ma dernière mamie. Voilà, elle me manque beaucoup d'ailleurs. Parmi toutes les casquettes que tu as pu porter, donc le mannequinat, la télévision et puis plein d'autres choses, laquelle as-tu préférée et où est-ce que tu t'es sentie le plus à l'aise? C'est des questions d'époque, hein, j'ai tout aimé. Après, moi, je vais dire que je suis bien là où je suis aujourd'hui. J'ai aucun regret. Aujourd'hui, j'ai une vie un petit peu plus... tu vois, depuis que je suis partie en Inde et tout ça, j'ai fait un choix... en ce moment, en tout cas, j'ai fait un choix d'une vie calme. Quand je dis calme, c'est-à-dire que je ne pars plus aux quatre coins du monde pour faire des interviews des gens et tout ça. J'ai vraiment besoin d'être au même endroit et d'observer ce qui se passe. Et ça t'a manqué justement peut-être ce sentiment de stabilité ou... Ouais. J'ai compris une chose, c'est que le bonheur, c'est pas les autres. Les autres font partie de mon bonheur, mais ça vient vraiment de l'intérieur. Vraiment, 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 vraiment. Il y a des gens qui ont fait un burn-out, qui font des burn-out. Moi, j'ai vécu une épiphanie. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, j'ai eu une gratitude immense pour la vie, pour tout mon parcours, pour d'être en vie, en fait. Et ça, je l'ai vécu, pendant ces dernières années. Incroyable. En levant le pied un peu sur l'image, la caméra, les micros, tout ça, j'ai mis ça de côté. Et je suis partie, j'avais besoin d'être seule. De te recentrer un peu sur l'essentiel au final. Ouais. Sur ta propre personne, qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est ça. Et raser la tête, c'est merveilleux. Donc du coup, ça avait vraiment une vraie signification. Aussi. Ouais. En plus du fait d'avoir eu les cheveux cramés et tout, ça m'a aussi apporté un vrai travail parce que comme je suis très identifiée à mes cheveux, là, tout d'un coup, qui suis-je? Je n'ai plus de cheveux et j'ai même vu, je l'ai dit dans une interview un jour, quand j'ai rasé ma tête, j'ai dit mais les gens qui ne m'aiment plus parce que j'ai plus de cheveux, ils m'aimaient pour de mauvaises raisons. Les cheveux, ça fait partie d'une partie quand même de notre identité, mais ça fait pas non plus tout notre être. C'est vrai que nos cheveux, c'est une couronne incroyable. On n'a pas besoin de mettre de boucles d'oreilles. Même moi, je considère que j'ai même pas besoin de me maquiller. Si je lâche mes cheveux, c'est bon quoi. Tu vois. Il y a des gens qui disent que c'est négligé. Je trouve pas justement. On est plus qu'apprêté quand on a nos cheveux qui sont juste lâchés. Je vais revenir maintenant un peu plus sur la télé, notamment sur France O, qui était la seule chaîne publique du groupe France Télé qui mettait en avant les cultures afro-caribéennes. Puis elle s'est arrêtée en 2020. Oui. Et quel est ton avis sur la fermeture de cette chaîne? Oui, dommage. Non, vraiment. Dommage. On avait l'occasion de se battre, on l'a pas vraiment fait. Tu vois, on sait depuis un moment, on savait que ça allait fermer. C'est vrai que la chaîne faisait pas d'audience. C'est vrai que du coup, c'était un gouffre financier pour le gouvernement. C'est vrai. C'est toujours l'argent qui a le dernier mot. Après, au niveau de l'éthique, de l'image, des besoins, l'identification, d'expression et tout ça, c'est terrible parce que, par exemple, ce qui se passe en ce moment avec la vie chère aux Antilles, dans nos Caraïbes adorées, eh bien, il y aurait beaucoup plus de relais, il se passerait plus de choses. Je pense qu'il y aurait sans doute plus les Français de métropole, parce que ce sont finalement c'est ici que ça se passe, seraient peut-être plus concernés, mais j'ai pas l'impression qu'on en parle aux infos. On devrait en parler tout le temps. J'aimerais maintenant un tout petit peu creuser un tout petit peu plus sur ton ressenti avec du recul.
Est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'être le token de représentation en télévision ou en tout cas dans tout ce qui est médiatique? Donc, entre guillemets, être la seule personne afrodescendante sur le plateau juste pour cocher la case. L'anecdote un peu rigolote, c'était une rentrée de France Télévisions. Donc la conférence de rentrée, il y a tous les animateurs qui sont là et on regarde des vidéos qui annoncent l'ambition, si tu veux, de la chaîne et tout ça. Et donc voilà, il y a plein de vidéos qui sont lancées et vraiment il y avait diversité. Et donc ça revenait, il y avait plusieurs mots, peut-être qu'il y avait découverte, culture et diversité. Et voilà, il y avait 4-5 mots comme ça qui revenaient en boucle. C'était les mots de la rentrée, tu vois, les thèmes. Et à chaque fois qu'on disait diversité, on l'attend, on le voit venir. Il y avait à l'image soit moi, soit Rafa Yem. Tu vois, Rafa Yem qui travaille sur Culture Box. Et donc c'était drôle parce qu'ils n'avaient pas trouvé tant d'images pour incarner la diversité, quoi. Ça peut en tout cas nous faire aussi nous poser des questions quand même. Moi, ça m'avait fait rire, mais je pense que personne l'a remarqué. C'est nous qui voyons ces choses-là. C'est vrai que quand je rentre, toujours quand tu rentres dans un endroit, dans une soirée ou quoi, on regarde oui, on regarde. Oui, on regarde qui nous ressemble. Voilà. Et c'est vrai que bon, c'est toujours agréable de dire ah ben tiens, il y a des frères, des sœurs, on se ressemble et tout. Et à ce truc, j'ai une anecdote sympa. Un de mes derniers défilés, j'ai défilé pour Beyoncé. Elle a une marque qui s'appelle House of Darian. Oui. Et j'ai été l'égérie de House of Darian quand j'habitais à New York en 2010. Et je suis revenue ensuite à Paris. Et ils ont lancé la marque à Londres. Et ils me disent voilà, est-ce que tu peux quand même défiler et tout. J'ai dit évidemment quoi. Limite je leur ai dit mais me payez même pas l'hôtel. Et là j'arrive et les filles toutes des métissages incroyables, des vraiment. Et il y avait effectivement 2 blanches dans le défilé. Et je suis avec une des 2 blanches. Et on cherche un truc pour manger, c'est la pause déj. Et elle me dit, elle faisait la gueule. Je dis, mais j'ai été refaite. On défilait sur l'album Fort, qui était pas encore sorti. Je le connaissais par cœur parce que je l'avais acheté en pré-vente et tout. J'étais trop heureuse. Et puis Beyoncé allait venir. Elle était enceinte de Blue Ivy à ce moment-là de son premier bébé. Et la fille faisait la gueule. Et je lui dis, mais ça va pas, t'aimes pas ta tenue? Ou elle me dit, non, je sais pas si t'as remarqué, mais je suis quand même la seule blanche. Et elle était dégoûtée. Et ça j'ai dit, mais tu sais que d'habitude, moi, je suis la seule noire. On est 2 noirs, vous êtes 2 blanches, et en fait c'est juste inversé. Et tu te dis, bah, nous on vit ça tout le temps, et moi je me rappelle pas faire la gueule. Hein. Et ça en dit beaucoup justement sur les personnes privilégiées, parce que justement c'est des personnes comme tu le dis en fait, elles sont tout le temps habituées à être représentées, elles sont toujours habituées à se voir, etc. Ouais, ça dit beaucoup en tout cas sur la personne qu'elle est. Oui, mais oui, c'était très bizarre. J'ai dit mais attends, toutes les filles sont magnifiques quand même. Et comme je le disais, tu te fais de plus en plus rare en télé. Je sais que tu vis à Tahiti. Et je sais aussi que tu es engagée depuis longtemps. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple, pour le Téléthon ou bien dans une association, je crois, qui s'appelle Coup de pouce des anges. Et je me suis demandé, est-ce que cet arrêt, est-ce que ça a été en lien pour tes activités caritatives ou est-ce que c'était pour autre chose? Non, c'était beaucoup plus égoïste que ça. Hein. Moi alors, mon épiphanie, là, dont je te parle, je l'ai eue pendant le Covid. On a repris le boulot et moi je me suis rendu compte que j'avais besoin. J'ai toujours peur d'être enfermée quelque part. J'ai toujours peur d'être enfermée, soit dans mon image avec la grande métisse à la télé qui a une afro, ou j'aime pas qu'on me mette, j'aime pas du tout parce que je crois que tous les jours je suis quelqu'un de différent. Et j'ai vraiment senti que je sais pas, il fallait que je bouge. Donc j'ai demandé à l'époque, on est en 2020, quand on sort du premier confinement. Et j'ai fait quelques tournages échappées belles et je me suis dit non, il faut que je bouge. Donc j'ai demandé une dispo. J'ai demandé j'ai dit à France Télé, est-ce que je peux partir pour 1 an, je vais prendre une année sabbatique. Donc voilà, ça a été accepté. Je suis partie à Tahiti, j'ai fait mon année là-bas et j'ai trouvé du travail là-bas. Enfin, le travail m'a trouvé. Donc l'Office du tourisme de Tahiti m'a proposé de faire des très belles émissions pour eux. Incroyable. Un peu des échappées belles, mais vraiment localement. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé là-bas. C'était extraordinaire, vraiment. J'ai découvert la Polynésie, j'ai rencontré les Polynésiens. Je me suis fait un bien fou à essayer de leur ressembler.
parce que je crois que c'est des gens, enfin, je sais, ce sont des gens qui sont tellement connectés pour moi et voilà, c'est magique la Polynésie. Si vous avez la chance d'y aller, préparez-vous ce beau voyage. Et après, France Télé m'a rappelé et ils m'ont dit voilà, on aimerait bien quand même que tu reviennes et tout. Et après donc 3 années quasiment, même plus, ouais, ça va faire 4 ans, je suis revenue et là j'ai fait 2 émissions avec eux, 2 échappées belles. Et ça a été dur, enfin je sais pas comment dire, comme si les choses avaient changé pour moi. J'adore ce programme. C'est là je parle d'Échappée belle parce que finalement c'était mon dernier programme très connu. Et je sais pas, j'adore la productrice et je l'aime de tout mon cœur et je sais qu'elle aimerait que je revienne. Elle me l'a beaucoup dit, mais j'ai l'impression que je suis appelée ailleurs. Et justement, quand tu parles de cet ailleurs-là, moi je sais que tu me manques beaucoup en télé. Voilà. Je sais pas si c'est celles qui nous regardent, mais je pense qu'ils doivent aussi le penser. Et j'aimerais savoir si tu as pour projet de revenir de façon plus régulière à la télé pour 2025 ou pas. À 2025, je sais pas, plutôt 2026. Ouais. Sans doute. Tu peux pas nous révéler rien du tout. Non, là, il y a un joli projet. Je pense que ce sera plutôt pour 2026 et ça va beaucoup te plaire. Ouais. Si ce projet prend vie, normalement, c'est signé avec France Télévisions, c'est toujours sur France Télé et tout. Bien. Voilà. Donc, normalement. Mais oui, moi, j'aimerais vraiment revenir en télé mais faire quelque chose peut-être qui vibre plus avec ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et j'ai pas changé, hein, mais j'ai une autre vibration. En tout cas, ça nous donne envie de voir qui se trame et de découvrir ce que tu nous prépares. Et de toute façon, je pense qu'on te suivra toutes et tous. Merci beaucoup, Océane, t'es trop en amour. Merci. Du coup, Tigga, on arrive à la fin de l'émission. Et quel est le ou la prochaine invitée que tu souhaiterais voir dans Curl Talk? Ah, tu l'as peut-être déjà invitée. Alors, à qui je pense? Je serais tellement heureuse d'avoir Rokhaya Diallo. Oui. Ouais, grave. Je la veux franchement, Rokhaya. Rokhaya, oui. Ouais, on est en discussion. Ah bon, c'est une super militante, je l'adore. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est la voix de beaucoup d'entre nous. Moi, je l'admire tellement. Vraiment. Donc, s'il vous plaît, en commentaire, identifiez-la, dites s'il vous plaît, Rokhaya, passez dans Curl Talk parce que voilà, ce serait vraiment trop cool de la rencontrer et oui, je l'espère. Oui. Aussi, de tout cœur. C'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Merci à toi, Tigga, d'avoir accepté mon invitation. J'étais vraiment ravie que tu nous partages ton expérience, ton parcours de vie qui est très, très, très inspirant, vraiment. On a pu voir une autre facette de toi après quelques années. Voilà, moi, ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu sur les écrans de façon récente. Et j'ai été très honorée de cet échange. Merci Océane, je suis hyper flattée parce que moi j'ai été complètement insouciante. J'ai j'avais pas de visibilité en fait dans toute ma carrière, dans toute ma vie médiatique. Et j'ai un peu l'impression j'ai mis des petites, des petits cailloux là, des petites graines, et toutes ces plantes qui poussent, ça m'inspire beaucoup. N'oubliez pas aussi de suivre Tigga. Je vais mettre ses réseaux sociaux qui s'afficheront juste en bas et aussi en barre de description. On se dit du coup à très bientôt et n'oubliez pas, dans Curl Talk, on parle cheveux, mais pas que. Ciao, ciao. Bye.